The General Assembly will now hear an address. L'Assemblée générale va maintenant entendre l'allocution de János Áder, président de la Hongrie. Je demande au protocole de bien vouloir escorter son Excellence. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée, son Excellence János Áder, président de la Hongrie, et de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est ce qu'avait dit Pagasus il y a plus de 1600 ans. Et cette phrase a souvent été citée à maintes reprises et en maintes occasions. Eh bien, si vous pensez qu'après tout cela, je vais parler de guerre et de conflits armés en ce monde, vous vous trompez. Je voudrais parler d'une guerre, d'une bataille plutôt. Une bataille que nous sommes en train, semble-t-il, de perdre. C'est une guerre que nous menons contre notre propre nature, notre environnement et contre notre propre nature humaine. Il y a 2 ans, en cette même plénière, beaucoup d'entre vous ont entendu le président Obama et M. Ban Ki-moon. Ils nous avaient parlé du changement climatique et des conséquences graves que celui-ci pouvait avoir. Nous avons entendu des chiffres très précis. Nous avons entendu parler de la situation en des termes très graves et l'on nous a dit que nous devions nous préparer. Nous devons nous préparer depuis longtemps parce que nous avons vu les premiers signes qu'il y a des problèmes dans l'environnement. Peut-être peu d'entre vous savent que le premier signal est venu en 1896 de savants suédois qui ont dit que l'augmentation du niveau de CO2 dans l'atmosphère allait entraîner une élévation de la température. Et 60 ans plus tard, nous avons des mesures très précises pour étayer cette affirmation. Et il y a 30 ans, ici aux Nations Unies, on s'est rendu compte qu'à l'avenir, nous devrions avoir un accord, un traité pour essayer de gérer le problème. Et il a fallu que 10 ans s'écoulent avant que nous ne signions le protocole de Kyoto. Donc la première prise de conscience, l'accord de Kyoto, ont été séparés d'1 siècle, mesdames, messieurs. Après Kyoto, il y a eu différentes conférences, différentes réunions scientifiques, différentes réunions politiques. Et durant ces dernières années, beaucoup ont parlé des conséquences du changement climatique et de la nécessité d'agir. Or, la situation continue de s'aggraver. Je vais vous donner un seul chiffre. Depuis 1990, c'est-à-dire depuis 25 ans, malgré toute notre détermination, malgré le protocole de Kyoto, malgré les promesses, nous avons vu une augmentation de 30% de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Malgré le fait que la mère nature nous ait mis en garde à maintes et maintes reprises. Et les manifestations climatiques extrêmes se sont déroulées rapidement les unes après les autres. L'année dernière, 2013, en Inde, dans l'État de Uttar Pradesh, il y a eu des températures de gel en janvier, ce qui n'avait jamais été vu. Mais en Finlande, en même temps, en Laponie, qui n'est pas vraiment la Méditerranée, au mois de mai,
il y avait déjà 31 degrés, alors qu'à Bethléem, il y a eu de la neige à Noël, dont personne n'avait gardé le souvenir. Alors qu'en Australie, pendant 90 jours l'été dernier, on a mesuré des records de température de 123 degrés Fahrenheit. Au Danube, en Europe, le Danube nous a donné des signes, lui aussi. Un exemple tiré de la Hongrie. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le Danube a eu des inondations très fréquentes, mais elles n'ont jamais atteint le niveau de 8 mètres, le point le plus élevé des inondations. Et ces 4 dernières années, nous avons eu 4 inondations du Danube au-dessus de 8 mètres. Et l'année dernière, ces inondations ont atteint presque 9 mètres. Des inondations, des typhons, des phénomènes météorologiques extrêmes se sont produits dans des endroits où ils ne se produisaient pas auparavant. Et ils se sont produits à des moments de l'année où il n'avait aucune raison de se produire. Nous sommes ici à New York, mais il y a 2 ans, nous étions aussi à New York. Il y a 2 ans, l'ouragan Sandy a entraîné des dommages qui coûtent 20 milliards de dollars et qui ont coûté la vie à plus de 40 personnes. Et tout cela s'est produit bien que depuis des années, l'administration de la ville de New York ait été prévenue par des savants qu'il y aurait des problèmes et qu'il fallait augmenter la maintenance et la protection. Et quelques centaines de millions de dollars auraient dû être dépensés à cette fin. Et vous voyez les dommages de Sandy. C'est pourquoi, avant-hier, le maire de New York, ici même en prenant la parole, nous a dit qu'il souhaitait réduire les émissions de CO2 à New York de 80%. Ces derniers jours, nous avons parlé à maintes reprises des préparatifs de 2015, de la conférence de Paris. Nous avons dit que nous voulions nous mettre d'accord. Et je pense que Monsieur le secrétaire général, Ban Ki-moon, doit être salué, car il a vraiment fait tout ce qui était possible pour faire en sorte qu'en 2015, à Paris, nous puissions trouver un dénominateur commun. Mais la question est de savoir si nous, les États membres, nous faisons tout. Et est-ce que nous ferons tout précisément pour réussir à Paris? Les discours de ces derniers jours ne m'ont pas rendu optimiste. Les 10 jours que j'ai entendu rejeter la responsabilité et présenter une sorte d'étroitesse d'esprit qui n'est guère prometteuse. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas écouter la sagesse de nos savants, les avis de nos savants? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas accepter les résultats scientifiques qui sont évidents à l'heure actuelle? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas accepter les signaux que nous envoie notre propre planète? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas tirer les leçons que la nature nous donne? Et pourquoi est-ce que nous ne tirons pas les leçons de nos propres exemples? Et il y a d'ailleurs un bon exemple dont nous pourrions nous inspirer et qui est en rapport avec ce que l'on appelle les gaz, les CFC, et qui abîment la couche d'ozone. Ils sont utilisés depuis les années 50. Or, il a fallu uniquement 30 ou 40 ans pour que la zone de l'Atlantique voit sa couche d'ozone réduite de 40%. Ce qui permis au pays de comprendre toutes les conséquences médicales que cela peut avoir. Et je citerai simplement les incidences de tumeurs dermatologiques. Et d'ailleurs, un accord a été conclu à Montréal à ce propos, à la suite duquel nous avons interdit ces gaz. Et la semaine dernière, après 35 ans, nous avons vu le premier rapport. Le premier rapport qui parle de la régénération de la couche d'ozone.
Mais l'étroitesse d'esprit s'est déjà manifestée de par le passé. Je citerai un de ces exemples. Le secrétaire de l'Intérieur du président Reagan, Donald Hodel, avait dit qu'une façon de protéger l'humain contre la couche d'ozone est d'acheter des chapeaux à grand bord et de porter des lunettes de soleil. Pourquoi attendre, mesdames, messieurs, que la concentration de CO2 dans l'atmosphère entraîne une situation aussi grave que ce fut le cas pour la couche d'ozone? Pourquoi, mesdames, messieurs, ne pourrions-nous pas, à la fin de l'année prochaine, faire de Paris le deuxième Montréal? Pourquoi ne pourrions-nous pas assurer le succès, un succès comme celui de Montréal? Le problème est plus vaste que nous ne pensons et je pense que les savants sont déjà d'accord pour estimer que le souhait l'objectif qui est souvent évoqué, sur lequel nous devrions nous mettre d'accord, consisterait à n'avoir qu'une augmentation de 2 degrés de la température. C'est de plus en plus illusoire, mesdames, messieurs. Il y a quelques jours, nous avons lu que la concentration de CO2 n'a jamais été aussi haute qu'elle le fut l'année dernière. Et si les savants nous disent que si l'on acceptait aujourd'hui ou demain toutes les conséquences des décisions irresponsables qui ont été prises l'année dernière, ces conséquences se feraient sentir sous forme d'inondations, de typhons et de phénomènes climatologiques extrêmes. Nous devons accepter l'idée, mais c'est très difficile, je le sais, que les prochaines générations, la génération de nos enfants, malheureusement, devront vivre avec cette situation et dans cette situation. Et nous devons donc payer un cher prix pour notre politique environnementale irresponsable. À l'heure actuelle, il ne suffit pas de réduire les émissions. Il ne suffit pas de se mettre d'accord sur la réduction des émissions. Nous devons être prêts à des catastrophes naturelles plus graves encore. Nous devons entendre l'avis que nous a donné Nicolas Stern il y a 8 ans, qui a dit que si l'on ne dépendait pas 1% du PNB sur la prévention, le dommage que vous allez rencontrer, le dommage de l'environnement, pourrait représenter 20% de votre PNB. Je viens de vous donner l'exemple de New York. Quelques centaines de millions de dollars auraient suffi pour atténuer les dommages que l'on sait, qui se sont montés à plusieurs milliards. L'exemple de New York ne nous dit pas que nous sommes à la 24e heure, nous sommes à la 25e heure. Et cette métropole qui accueille notre conférence et cette tragédie justifie les mots que j'ai déjà cités. Quelque peu à demander. Si vous voulez le calme, vous devez vous préparer à la catastrophe. Je vous remercie de votre attention. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le président de la Hongrie de la locution qu'il vient de prononcer. Je voudrais demander aux représentants de bien vouloir rester à leur place alors que nous escortons le président.